Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors, je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. Dans cette note vocale, j'aimerais vous parler de mon rapport à l'argent, qui est, je pense, particulier, même s'il n'est pas unique. Je pense que certaines et certains d'entre vous pourront se reconnaître, mais aussi de la réussite dans un couple et le fait de gagner plus d'argent que l'autre, plus d'argent qu'un homme. Voilà, les bases sont posées. Je suis née dans une famille modeste. Je n'ai jamais considéré qu'on n'avait pas d'argent, qu'on était pauvre, surtout que mes parents étaient extrêmement créatifs, ne se plaignaient jamais. Vraiment, ma mère s'est sacrifiée toute sa vie, je m'en suis rendu compte après, une fois qu'on avait tous les deux, avec mon frère Cola, quitté le foyer et qu'elle s'est enfin mise à s'acheter des vêtements et à pouvoir s'acheter des choses. Voilà, j'ai réalisé à quel point elle s'était sacrifiée pour nous. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui que j'essaye vraiment de la gâter et de l'aider au maximum, parce que je me suis rendu compte de tout ça, mais seulement après. Parce que vraiment, elle ne se plaignait jamais. Et toute notre enfance a été vraiment extraordinaire, très créative encore une fois, dans le sens où même si on mangeait des pâtes toute la semaine, les recettes changeaient tous les jours et parfois le dimanche ça pouvait arriver d'avoir un plat, voilà, on sentait que c'était un petit peu un plat de fête, etc. Mais après coup je réalise qu'on en mangeait ensuite toute la semaine, que ce soit froid, chaud, dans une tarte, dans une soupe, voilà, il fallait que ça tienne toute la semaine. On a très peu voyagé aussi, mais je m'en rendais pas compte, c'est-à-dire que déjà, je peux pas dire que j'ai pas voyagé. Il y a eu un voyage quand j'étais petite en Europe, et beaucoup plus tard un voyage, suite à un héritage, c'était un petit peu triste, mais elle a décidé de nous amener voyager un été en dehors de l'Europe, donc c'est déjà beaucoup, je trouve, avant 18 ans. Mes parents se sont toujours pliés en quatre pour que je puisse faire toutes les sorties scolaires, tous les voyages scolaires, donc à aucun moment je sentais de décalage, et pourtant j'ai grandi au Pays Basque, dans une région où il y a quand même de l'argent. Et en fait, certes, on n'était pas riches, mais j'ai eu une enfance hyper riche. C'est-à-dire qu'on faisait toujours des activités, on sortait. Mes parents étaient les premiers à trouver des activités culturelles gratuites de la région, nous amener, on a fait des activités extrascolaires, on a participé à des choses. Enfin, j'ai eu, c'est vraiment le mot, une enfance riche, mais sans argent. Mais c'est beau, je trouve, comme façon d'inculquer la valeur de l'argent, comme quoi tout ne se paye pas et l'argent ne fait pas le bonheur. Pour le coup, je ne sais pas si l'argent fait le bonheur, mais en tout cas, ça n'a pas été le cas dans mon enfance puisqu'il n'y en avait pas, et pourtant on était très heureux. Et ça m'émeut parce que je pense que j'ai pas eu l'occasion beaucoup d'en parler avec eux et encore moins de l'exprimer un jour à quelqu'un, et je me dis que je vais quand même pas être émotive dans ce podcast. J'ai vraiment eu une très belle enfance, alors que mes parents ont fait comme ils ont pu, avec les moyens qu'ils avaient, c'est le cas de le dire, et ils ont tellement assuré. Parce que je peux vous dire qu'une fois arrivé au collège, au lycée, quand on a envie d'un baladeur, quand on a envie d'un logo sur son sweat, quand on commence à aller dans les maisons des copains, déjà ils ont des maisons qui sont grandes, avec des piscines, ils ont des goûters de dingue dans les placards, dans les frigos, en illimité, avec des marques, avec des marques. Là tu te dis, ok, c'est pas pareil partout. Mais avant ça, en fait, je pense qu'on a vraiment, avec mon frère, pris ce qu'on nous a donné et on s'est éclaté avec ce qu'on avait sans se poser de questions. Et dans tout ça, je trouve ça toujours intéressant de parler des grands-parents, et dans mon cas, c'est assez, ça reflète pas mal mon rapport avec l'argent. J'ai déjà deux parents très différents et ça s'explique avec leurs parents, donc deux couples de grands-parents très différents. D'un côté, des grands-parents économes, c'est vraiment le cas de le dire, pas radins, c'est comme moi, je vous en parlerai tout à l'heure, mais je me considère pas du tout comme radine, je suis quelqu'un de très économe. Ils étaient vraiment très économes, on ne gâchait rien, on répare, on réutilise, le moindre ingrédient en cuisine, on le congèle. Je suis pas sûre d'ailleurs que, en y réfléchissant, tout se congèle autant. Aujourd'hui, on réfléchirait peut-être autrement, mais voilà, tout se garde, rien ne se perd, tout se transforme. Vous connaissez cette phrase. C'est comme ça que j'ai grandi avec eux. Et pour vous en dire même un petit peu plus, j'adore parler de mes grands-parents, ils avaient un très gros rapport avec la nature. Voilà, on ne traînait pas devant la télé. On était dehors, on jouait, on apprenait à reconnaître les coquillages, les plantes, les oiseaux. Voilà, on était vraiment à découvrir le monde à l'extérieur
et on économise. Et de l'autre côté, et alors c'est drôle parce que l'été, mes parents travaillaient évidemment, donc je passais en général un mois d'un côté, un mois de l'autre, donc vraiment le grand écart de l'autre côté des grands-parents qui avaient vraiment réussi financièrement. Les autres aussi d'ailleurs, c'est juste qu'ils n'avaient pas du tout décidé de dépenser leur argent de cette façon. De l'autre côté, c'était des gens qui n'avaient pas du tout de mal à dépenser de l'argent pour des choses futiles. Ils nous couvraient de cadeaux. Le dimanche, on allait à la rôtisserie, on allait à la pâtisserie, il y avait des gâteaux dans les placards, on traînait devant la télé. C'était complètement autre chose. Mais aujourd'hui, je suis qui je suis un mélange de ces 4 personnes et un mélange de mes 2 parents évidemment. Et je trouvais intéressant de vous parler d'eux pour que vous compreniez un petit peu mon rapport à l'argent. Parce que moi je suis un écureuil. Encore une fois, je me considère pas du tout comme radine. En tout cas, c'est jamais quelque chose qu'on m'a dite, mais je suis très proche de mes sous. Je suis, encore une fois, économe. Toute petite, par exemple pour Noël, je sais pas, j'ai dû faire Halloween une seule fois, mais Pâques, etc. Ah, je mangeais pas les bonbons et les chocolats. Hein. Moi, je les gardais dans des petites boîtes. J'avais, vous savez, ces petites maisons avec des petites cases, comme des petites vitrines, là. Je rangeais les petits bonbons. Vraiment, je suis un écureuil. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai plusieurs copines. Dans leur téléphone, il y a mon contact, Margot, et il y a un petit écureuil à côté. C'est vraiment moi. J'ai toujours su, depuis que je suis toute petite, exactement combien il y avait dans ma tirelire. Je réfléchissais à chaque dépense, parce que j'arrivais à gagner des petits sous en faisant du repassage, etc. Je peux vous dire que je dépensais pas ça n'importe comment. Et dès que j'ai eu 17 ans, il me semble, j'ai commencé à travailler. Je mettais mon argent de côté à la fin de la saison. Je divisais cette somme en 9 ou 12 mois pour savoir exactement combien j'avais pour ensuite vivre pendant mes études, en plus des aides. Je notais ça dans un petit calepin comme ma grand-mère le faisait au crayon à papier. Chaque mois, je voyais qu'est-ce qui me restait, ce que je mettais de côté, ce que je me faisais un petit cadeau. Vraiment, je notais toutes mes dépenses. Et je me souviens très bien, parce que je voyais qu'il y avait des gens dans la vie qui ne calculaient rien et pour qui, voilà, c'est pas forcément avoir des millions sur son compte, mais je voyais bien qu'il y avait des parents de copines, par exemple, qui, vous savez, ce terme dépenser sans compter, c'est-à-dire qu'à un moment, on se rend à peu près compte de notre niveau de vie, mais on calcule plus. Et là, je me suis toujours dit, waouh, être riche pour moi, c'est ça, c'est un jour ne plus calculer. Parce que quand j'étais petite, chaque dépense, chaque sortie scolaire, chaque activité, chaque sortie avec les copains, c'était demander de l'argent aux parents et c'était vraiment une discussion qui a été un petit peu plus facile une fois qu'ils se sont séparés parce que du coup je pouvais demander de chaque côté donc la somme était divisée en deux, c'était un peu plus léger donc je pouvais aller demander 5 € d'un côté, 5 € de l'autre mais c'était toujours toute une discussion et déjà là je me disais waouh, les gens pour qui t'as pu à calculer ça doit être génial et pour moi c'était ça la richesse et ça l'est d'ailleurs à partir du moment où on dépense sans compter, c'est qu'on est à l'aise financièrement, évidemment. C'était hyper important pour moi de devenir autonome financièrement. C'est arrivé vite, je considère ça vite, c'est-à-dire que j'ai terminé mes études et je pense que 1 an après, c'était bon. J'ai vraiment travaillé dès que j'ai pu. J'ai travaillé l'été, j'ai travaillé pendant mes études, j'ai travaillé en plus, etc. C'était même pas une fierté de pouvoir me débrouiller toute seule, c'était d'alléger mes parents. Dès que je l'ai pu, je me souviens, c'est à peu près quand je suis arrivée à Paris, en fait, donc en 2010 je crois. Et là je me suis dit ça y est, j'arrive à payer mon tout petit loyer avec mon amoureux de l'époque, je peux gérer mes petites sorties, je me débrouillais avec la seconde main, etc. Mais voilà, j'ai dit à mes parents, c'est bon. J'ai fait les beaux-arts, pour ceux qui ne le savent pas, donc si vous voulez, je me suis jamais dit je veux gagner de l'argent plus tard, je veux très bien gagner ma vie, pas du tout. J'ai 2 parents qui n'ont jamais pensé à ça, vraiment qui ont suivi leur passion et vraiment ce qu'ils aimaient. Donc ils ont tous les deux un travail de passion et c'est ce qu'ils nous ont inculqué avec mon frère. Mon frère est cuistot, c'est vraiment un boulot de passion. Il est rentré au lycée hôtelier, il était très très jeune. Et moi j'ai toujours su que je voulais faire des études créatives et j'ai osé les beaux-arts à 17 ans et je suis rentrée aux beaux-arts. Donc à aucun moment je me suis dit que j'allais gagner de l'argent. Hein. Quand on va devenir artiste, graphiste, d'ailleurs aux beaux-arts on nous fait très vite comprendre qu'on va galérer et qu'on va pas gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, je voulais avant tout faire un travail qui me passionne et mes parents m'ont toujours dit que ça suivrait plus ou moins. Pas avec de l'argent à l'appel, mais que j'arriverai à me débrouiller si je suis passionnée. Et la vie a fait que j'ai commencé des stages, j'ai commencé à être graphiste, rédactrice et je suis devenue influenceuse. Alors je n'ai absolument pas commencé ce métier pour l'argent puisqu'il n'y en avait absolument pas. Je vous rappelle que c'était il y a 15 ans, donc c'était un super passe-temps, un super hobby à côté de mon métier. Et un jour, pour être influenceuse à plein temps et écrire des livres, j'ai arrêté de travailler en agence et il s'avère qu'aujourd'hui, je gagne ma vie avec ça et je gagne même très bien ma vie. Je ne m'y attendais pas du tout, encore moins avec ce type de métier, mais aujourd'hui, je gagne très bien ma vie. Pour vous dire, ça me gêne énormément d'en parler avec ma famille, surtout que non seulement je gagne beaucoup d'argent, mais en plus pas avec un métier conventionnel. Donc si encore
c'était suite à de longues études qu'on connaît bien, je pense, que je serais un petit peu plus à l'aise. Et encore, mais c'est vrai que voilà, bien gagner ma vie, c'est très compliqué, parler d'argent c'est très compliqué. Mais par contre, et c'est là que certaines personnes seront, je pense, étonnées de ce que je raconte, dans le milieu pro, de toute façon c'est toujours la dualité, moi, entre le pro et le perso, mais Margot pro, elle est très à l'aise à parler d'argent, que ce soit se vendre, se défendre, je considère que tout travail mérite salaire, je suis à l'aise à l'idée de parler de mes tarifs, de les défendre. Très souvent, les copains, les copines, les collègues viennent vers moi pour me demander combien ils pourraient facturer ça, je suis pleine de conseils, d'arguments, etc. Je suis très très à l'aise à parler d'argent avec mes collègues. Mais par contre, en parler avec la famille, mon entourage, les amis, c'est très compliqué. Que eux gagnent de l'argent ou non d'ailleurs. Je suis un petit peu dans le déni, j'essaye de pas trop y penser, j'en parle très peu. Et d'ailleurs, je n'ai pas vraiment de signe extérieur de richesse et je pense même pas à des histoires d'accessoires, de montres, de voitures, mais plus dans les réflexes, mes façons de penser, de dépenser, etc. Je pense que vraiment, on ne peut pas s'imaginer que je gagne ma vie. Vraiment pas. Et pourtant, je suis, comment on appelle ça, les nouveaux riches, vous savez. Alors, je pense qu'il y a 2 types de nouveaux riches, et en fait, on parle pas souvent du deuxième. Il y a les nouveaux riches qui, si j'en suis la définition, ils sont vraiment nés comme moi dans un milieu modeste, et du jour au lendemain, ils ont gagné leur vie, et du coup ça se voit beaucoup, ils le dépensent n'importe comment, de manière vraiment ostentatoire. Je dis de n'importe comment, c'est moi qui considère que c'est n'importe quoi, parce que pour moi on gaspille de l'argent, mais ils font bien ce qu'ils veulent. Et bien à l'inverse, il y a ces gens comme moi qui ne savent pas quoi faire. Ben moi j'en suis exactement là. Comme je le dis souvent, c'est vraiment une de mes expressions préférées, problème de riche, on est bien d'accord. Même ça, je le dis souvent parce que je me regarde dire les choses et je suis en mode « Oh, pauvre petite fille qui gagne de l'argent et qui sait pas quoi en faire. » Donc même avec ça, je suis pas à l'aise. Et très souvent, j'ai hyper peur d'être déconnectée avec la réalité, et ça a dû m'arriver évidemment beaucoup de fois. Qu'on ait de l'argent ou pas, j'arrive complètement à avoir une discussion sur le prix de la vie aujourd'hui qui est complètement indécent. Et même si j'arrive à suivre, je suis désolée, mais le prix des choses n'a plus aucun sens. Et ça n'arrêtera jamais de m'effarer, et même si j'ai l'argent pour continuer à aller au restaurant et faire mes courses à la Biocoop, ben je suis désolée, mais je vois bien les prix qui augmentent et ça me dépasse. Et je vous avoue que je suis contente de continuer à avoir la valeur de l'argent, quoi qu'il arrive. Par exemple, je tombe sur un brocoli à 5 € pièce. Alors déjà, je l'achète pas, je suis pas un pigeon. J'ai déjà eu la discussion avec des gens autour de moi en me disant « Mais qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, t'as l'argent. » Mais c'est pas parce que j'ai l'argent que je dois acheter tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. Je connais la valeur des choses et à un moment, quand ça dépasse l'entendement, non, désolé, non. Et je prends cet exemple parce que je suis capable d'en parler pendant une semaine. Donc comme vous pouvez le voir, je suis toujours aussi économe avec ce que je considère la valeur de l'argent. Je ne me considère pas comme radine, encore une fois parce qu'on me l'a jamais dit et que j'ai l'impression de faire une différence. Surtout que si c'est pour inviter mes parents en voyage, au restaurant, s'ils ont besoin d'un manteau à se mettre sur le dos, on va faire les magasins, je paye, je ne réfléchis pas une seconde. Je le fais avec plaisir, je ne regretterai jamais ce type de dépense. Par contre, pour moi, m'offrir un t-shirt, alors là, il n'y a plus personne. J'y réfléchis pendant un temps pas possible, souvent je n'achète pas, je ne sais pas du tout me faire plaisir, je ne sais pas m'offrir des choses. Et comme en plus je suis indécise, si je m'offre quelque chose, je vous en ai déjà parlé, je mets le ticket de caisse bien précieusement dans le sac, je mets le sac avec mon achat sur mon lit et ça reste là pendant 30 jours. Pourquoi 30 jours? Parce que soit avant ça, je l'ai ramené, très souvent je l'ai ramené, ou alors je commence à en profiter, je commence à m'autoriser à porter par exemple la pièce si c'est un vêtement. Quand le temps est passé, je ne peux plus le ramener. Ouais, non, mon rapport avec l'argent, il est particulier. Je m'en rends bien compte, je vous rassure, mais je suis peut-être pas la seule. Donc mon rapport à l'argent, c'est déjà tout un podcast. Mais c'est pas vraiment de ça dont je voulais vous parler, mais je trouvais intéressant et important de poser les bases quand même. Mais c'était peut-être 2 sujets différents, c'est pas grave. Je voulais vous parler de la réussite dans un couple et gagner plus d'argent que l'autre. Je vais prendre l'exemple de ma relation avec Mathieu parce que on ne parle pas des absents et surtout c'est le sujet brûlant puisque je viens d'acheter moi-même notre maison, donc on va rester sur cette relation-là. C'était pas évident au début. Alors évidemment, toute histoire est différente, tous les hommes sont différents, puisque je suis hétérosexuelle, donc tous les hommes sont différents, et bien sûr que j'aurais pu avoir une histoire complètement différente avec un autre garçon, je m'en rends compte. Pour ce qui est de nous, au début c'était pas facile,
de voir que l'autre réussissait. Je dis ça parce que c'est comme ça qu'il l'expliquait, dans le sens où il était pas encore à son compte. Donc voilà, il avait ce truc de Margot, elle a son entreprise depuis 10 ans, elle a son équipe. Lui, il rêvait de se mettre à son compte, donc il considérait que c'était moi qui réussissais dans le couple. Aujourd'hui, c'est cool parce que lui aussi s'est lancé à son compte, donc ça s'est un petit peu apaisé et je suis très contente pour lui. Mais il a toujours pensé, pour plein de raisons, et la raison principale c'est parce que c'est un homme, que c'est lui qui gagnerait plus dans un couple. Et c'était même important. On va dire les choses, je vais pas faire genre, nous on est un couple hyper moderne, Mathieu il est hyper ouvert d'esprit. Non, ça n'a pas été facile au début. Donc, je peux comprendre les messages que j'ai pu recevoir, je peux comprendre les réflexions que j'ai pu recevoir. Mais on va y revenir. J'ai de la chance parce que il était surtout heureux que moi, je puisse avoir de la liberté et de l'autonomie dans mon travail, et tant mieux pour moi si je gagne de l'argent en plus en faisant quelque chose que j'aime. Et il a même toujours admiré ça, et je dis bien toujours. Par contre, il y avait vraiment, je vais le dire, un deuil à faire sur, ok, c'est elle gagne plus d'argent que moi. Et il me l'a pas dit tout de suite. Je pense qu'il se rendait bien compte que c'était tellement pas un sujet pour moi que déjà c'est jamais venu sur le tapis, je pense que je ne l'ai jamais mis mal à l'aise, et finalement on n'en a jamais parlé. Et un jour, je sais pas comment c'est arrivé, peut-être qu'on parlait d'un autre couple, parce qu'il m'a dit tu sais, moi, pendant très longtemps, ça n'a pas été facile, et on était ensemble genre depuis 9 mois, un truc comme ça. Et j'étais comme, ah bon? Du coup, depuis quand c'est ok? Il me dit, c'est hyper récent. Ça a été long vis-à-vis de ma famille, même si je pense qu'ils en ont jamais parlé, mais c'est lui et lui-même, tu vois. Ça a été long vis-à-vis de mes potes. Vraiment, il a dû pas se faire une raison, parce qu'en plus, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, vraiment pas d'ailleurs, mais il a dû s'y faire. Il s'y attendait pas du tout. Ce qui est super, et je suis vraiment très heureuse d'être tombée sur quelqu'un comme ça, parce que ça, je peux pas vraiment le changer, et il est hors de question que je réussisse moins pour faire plaisir à mon homme. Dans quel monde vit-on? Pas du tout. Je suis vraiment heureuse d'être tombée sur un garçon qui, même s'il a pris son temps, il a eu besoin de temps, tout est ok pour lui. Aujourd'hui, c'est pas du tout un complexe, c'est pas du tout un problème dans notre couple, et ça l'a jamais été. Bon, peut-être au début, mais en tout cas, il le disait même pas. Aujourd'hui, de façon très simple, on partage les dépenses, et je sais que de façon assez naturelle, je paye, je dirais, le superflu. C'est-à-dire que parfois, j'ai très envie de tester un resto ou d'accepter une invitation, mais je sais que les copains vont choisir un endroit, peut-être avec des tarifs un petit peu élevés, et de manière très simple, quand ça atteint une certaine somme, je paye, et on s'arrange comme ça, et c'est très bien. Et dès que je vois qu'il a envie de sortir sa carte bleue, je sais que ça veut dire qu'il peut, je le laisse faire. Je pense que c'est important de pas trop s'imposer, de pas écraser l'autre. Là, on parle même pas de homme-femme, je parle même dans une famille, avec des amis, etc. Quand on gagne plus que l'autre, ça peut être super sympa, et moi j'aime tellement ça, faire plaisir, inviter les autres, etc. Mais quand vous sentez que la personne en face peut se le permettre, que ça lui fait plaisir, etc., même si vous gagnez plus d'argent, moi en tout cas c'est un de mes secrets pour qu'il n'y ait pas de problème et de tension avec les gens autour de moi, je les laisse faire. Je les laisse faire parce qu'au fond de moi j'aurais envie de dire « mais attends, mais tu rigoles ou quoi, ça me fait plaisir, etc. » Mais lui aussi ça lui fait plaisir. Parce qu'on travaille tous pour se faire plaisir autour de soi, et à sa hauteur il faut laisser les autres le faire aussi. Donc ça, je l'ai très très vite compris, et c'est hyper important pour moi que dès que je sens que c'est possible pour la personne en face, vas-y, invite-moi, et merci, vraiment merci. Et dans un couple, c'est vrai que c'est compliqué. Déjà, ça ne devrait pas être compliqué, mais je veux dire, je peux entendre que ce soit compliqué, mais dans ce cas-là, dans les deux sens. Ça n'est pas plus agréable pour une femme de sentir que son chéri gagne beaucoup plus, tout comme ça ne l'est visiblement pas pour un homme quand sa femme, sa compagne, sa moitié gagne plus. Pareil dans un couple homosexuel, d'ailleurs, on s'en fiche, homme-femme. Je peux comprendre que ça ne soit pas agréable qu'une des deux personnes gagne plus d'argent. Donc c'est vraiment aux deux de trouver son équilibre, et que personne écrase l'autre et lui fasse sentir une quelconque supériorité. Mais je le vois avec nous, c'est possible s'il y a du respect. Par contre, quand le problème est pour une femme qui voit un couple dans lequel la femme gagne plus d'argent que l'homme, là les bras m'en tombent. Parce que le sujet du succès et de gagner plus que sa moitié, je le vivais depuis un moment, mais quand j'ai annoncé que j'étais propriétaire, que j'avais acheté ma maison, j'ai été assez claire, je suis propriétaire, j'ai trouvé ma maison. J'ai reçu des messages, des réflexions, jamais d'hommes, Étonnamment, après il faut dire qu'il y a que 20% d'hommes qui me suivent, mais pas un seul message d'hommes, que des messages de femmes. Les filles, un petit peu de sororité entre nous, un petit peu de soutien. Parce que oui, désolée, je ne me sens pas du tout soutenue quand on essaye de voir si Mathieu, ça va, mais qui c'est qui paye le crédit, mais il se sent bien, il est heureux. Déjà, on pourrait peut-être commencer par « Félicitations Margot, tu es propriétaire ?» Pas du tout. La première question, et j'allais pas mentir, je l'ai bien dit, j'ai trouvé une maison, je suis propriétaire, qui paye le crédit? Alors déjà, j'étais pas très à l'aise, puisque vous l'avez compris, parler d'argent, déjà autour de moi c'est compliqué, mais alors avec des inconnus, bon,
Donc j'étais déjà un petit peu étonnée par la question. Après, je me suis dit, bon, on partage tellement de choses, et puis vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux à vivre la même chose que nous, vous êtes en train d'acheter, vous venez d'acheter, vous souhaitez acheter, donc je peux comprendre cette curiosité pour peut-être vous référer à notre histoire. Bon allez, passons. Mais pour beaucoup, c'était complètement de la curiosité mal placée pour ensuite me parler de Mathieu et de sa position dans cette histoire. Je me souviens pas de toutes les réflexions que j'ai pu recevoir, surtout que j'en ai reçu beaucoup en live. J'étais estomaquée, mais voilà, j'ai pas tout noté. Mais ce dont je me souviens, c'était et Mathieu dans tout ça, est-ce qu'il va se sentir chez lui? Et si lui aussi, il avait envie de participer à la moitié, qui rembourse le crédit, ça vous l'avez compris, je l'ai reçu beaucoup. Mais après, je sais pas, hein, peut-être qu'il a lui aussi des projets immobiliers à côté. Est-ce qu'il se sent pas exclu? Est-ce qu'il se sent pas moins chanceux? Désolée, mais on n'aurait jamais posé toutes ces questions à un homme. Jamais. Et en plus, ce sont des questions de femmes. Je déteste dire que je suis féministe parce qu'en fait, je considère juste que je suis une femme. Mais oui, je suis féministe. Et moi, ça me débecte. Les bras m'en sont tombés. Je me suis attendue à beaucoup de choses en annonçant l'achat de ma maison, mais pas à ça. Hein. Et je le vois autour de moi, beaucoup de copines vivent chez leur mec, beaucoup de copines vivent dans une maison, un appartement qui appartient, leur chéri est propriétaire. J'ai jamais entendu des questions et des réflexions comme celle-ci. De mon côté, pour tout vous dire, c'était hyper important pour moi d'acheter ma maison. Je cherche depuis des années, donc en fait déjà, de base, je cherchais à m'acheter une maison. Bon, c'est vrai que les années passant, on aurait complètement pu se dire, achetons ensemble, on va vivre ensemble. Mais je sentais que c'était important pour moi, et aussi parce que je le pouvais financièrement, hein, on est bien d'accord, mais c'était important pour moi de m'acheter mon repère, de m'acheter symboliquement ma maison, mon toit. Ça n'a pas été facile pour moi de quitter Paris, de revenir dans ma région natale, et j'en avais besoin pour commencer ce chapitre, pour oser commencer cette nouvelle vie, et je sentais que ça pouvait même débloquer des choses. Donc voilà, c'était assez clair pour moi que c'était très important, et Mathieu a respecté ça. Par contre, et rassurez-vous, mesdames, je veux qu'il se sente chez lui. C'est hyper important pour moi, ça l'a toujours été, parce que symboliquement, je vous rassure, je me rendais bien compte de ce que ça voulait dire que ça soit moi uniquement qui achète cette maison. Donc depuis le début, il est là à tous les rendez-vous, les visites, la banque, le notaire. J'y suis jamais allée sans lui. Il va superviser les travaux avec moi, il s'occupe de l'extérieur d'ailleurs, vous savez tout comme ça. On va choisir la décoration ensemble, on réfléchit même à se diviser le budget déco en deux, voilà, c'est une discussion qui pourrait aussi l'aider à se sentir encore plus chez lui. Et si c'est le cas, bien sûr, un grand oui. C'est moi qui ai acheté cette maison, mais c'est notre maison. Réellement, et je le pense du plus profond de mon cœur. Alors c'est peut-être du fait d'avoir ce rapport un petit peu étrange à l'argent, où j'ai beaucoup de distance avec l'argent, ce qui fait que pour moi, ça n'est que de l'argent. C'est-à-dire ensuite, on y met la valeur, les intentions qu'on veut dans une maison. Et certes, j'ai répété que je voulais m'acheter mon toit. Symboliquement, c'était important de m'acheter mon repère, mais c'est notre maison. Et depuis la nuit des temps, les hommes ont payé la maison de leur famille et les femmes se sentaient chez elles. Donc je pense qu'il n'y a aucun souci dans l'autre sens, on va y arriver. C'était rigolo aussi, beaucoup de gens ont eu envie de se rassurer en me disant « Ah, mais peut-être qu'il a, lui, d'autres projets immobiliers de son côté. » Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, finalement, c'est son histoire, mais on a le droit aussi pas avoir envie d'investir son argent dans l'immobilier ou même de pas avoir d'ambition financière, immobilière. Je veux dire, on ne rentre pas tous dans les mêmes cases, on n'a pas tous les mêmes ambitions, on n'a pas tous les mêmes rêves, on n'a pas tous décidé de dépenser son argent de la même façon. Et pourtant, Dieu sait que j'ai un rapport particulier à l'argent et je vois bien qu'on n'a pas tous le même. Mais je m'attendais pas à susciter autant de questionnements, d'interrogations, d'énervement même parfois, en me disant comment tu veux qu'il se sente chez lui et comment les femmes ont-elles fait jusque-là. Et je le fais pas contre Mathieu, je le fais pour moi et c'est une maison pour nous. Et si je vivais chez lui, s'il était propriétaire de notre appartement, s'il était propriétaire de notre maison, désolé, mais personne ne dirait rien. Ça ne choquerait personne, je n'aurais reçu aucun commentaire. Donc écoutez, je pense que vous savez tout, comment on a appréhendé cet achat et aujourd'hui comment on le vit très bien. On a organisé une pendaison de crémaillère avec nos familles, avec nos amis. Autant ses copains que les miens sont venus découvrir la maison et étaient contents pour nous. Le reste, ce sont des détails. Et j'ai parlé de toutes ces réflexions qui, moi, m'ont paru étranges, mais j'ai aussi reçu des messages de nanas me félicitant ou même me disant « Moi aussi, j'ai acheté solo, mon chéri vit chez moi, moi aussi, je suis propriétaire de ma maison, je suis en train de chercher un appartement, je suis en train de m'acheter ma maison. » Mais bravo! Bravo les filles, parce que sincèrement, il y a encore pas si longtemps,
nous n'avions pas d'autonomie financière. Donc, être propriétaire, on en était hyper loin. Et moi, c'était un peu la seule chose que j'avais envie de partager, c'était j'ai cherché longtemps, j'ai trouvé, et voilà, wouhou, Margot est propriétaire, on n'en parle plus. Et il s'avère que dans cette maison, je vais vivre avec quelqu'un de trop génial. Mais alors, qui paye le crédit? On s'en fiche. Moi, je suis là pour partager les étapes de l'achat, ensuite les travaux, la décoration, et que ça soit moi, une copine, quelqu'un de votre famille, soyons heureux pour un couple ou une personne seule qui achète. Et si jamais il s'avère que d'autres personnes viennent vivre dans cette maison, le plus important, c'est que les choses soient faites avec respect. J'ai pas envie de comparer ça à une coloc, vraiment pas, parce que Mathieu ne sera jamais mon coloc, mais ça me rappelle une fois où j'ai vécu dans une maison en coloc. Et un des locataires était le propriétaire, donc particulier. On dit d'ailleurs souvent qu'il faut pas faire ça parce que c'est pas égal. Mais il nous ne l'a jamais fait ressentir. Chacun payait une part égale, chacun avait son mot à dire pour la déco, chacun mettait la main à la pâte pour le ménage, etc. En fait, tant que les choses sont bien faites, que chacun est heureux, que chacun peut communiquer, il faut communiquer, que chacun se sent égal à l'autre, tout va bien. Je pense que j'aurais pu parler de ce sujet encore très longtemps, mais ce podcast va déjà être très très long. J'avais pas mal de choses à dire, je pense que je vais m'arrêter là, mais si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger avec moi autour de cette note vocale, n'hésitez pas. Vous savez, je suis toujours contente de discuter avec vous, quel que soit le sujet, qu'on soit d'accord ou pas. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine note vocale. Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.